Ces dernières années, l'exécutif départemental a institué une dramaturgie budgétaire en 3 actes, se déroulant de manière immuable d'octobre à mars. À l'automne rougissant, l'alerte à la catastrophe est sonnée sur tous les tons. Rappelez-vous qu'à la lecture de Libération, nous avons appris par le président Troussel qu'il manquait 120 millions d'euros au budget départemental 2013. Puis vint l'hiver. Dans le calme, Blanc refroidit les ardeurs et gèle les prétentions. Il ne manquait en janvier plus que 60 millions, dont 25 étaient déjà trouvés grâce aux amis du gouvernement, nous disait toujours Monsieur le Président, cette fois-ci dans Le Parisien. Et enfin, comme chaque année, revint le vert printemps, de l'espérance en tout cas, qui efface tous nos maux. Le groupe communiste fait les gros yeux, mais finira par s'abstenir et le budget est bouclé. Merci, Monsieur le Président. Dans la forme, contrat rempli. Sur le fond, l'intrigue, le propos, comme les acteurs ont changé. Et mes chers collègues, il y a un avant et un après mai 2012. Avant mai 2012, c'était la faute du gouvernement. Ici même, notre président disait, je le cite, « À force de gel de dotation, de baisse des compensations, de réformes fiscales, le gouvernement est en train de parvenir à ses fins, faire de nous une sous-administration de l'État chargée de signer en son nom les chèques correspondant aux allocations individuelles de solidarité. » Avant mai 2012, il fallait renégocier le traité européen et exiger un pacte de croissance. Il fallait soutenir le pouvoir d'achat en promettant qu'on n'augmenterait pas les impôts, sauf pour les riches, ni la TVA, et qu'on interdirait les fermetures d'usines, bien évidemment. Avant mai 2012, parce qu'on était de gauche, on promettait de revenir sur la retraite à 60 ans, de refuser les plans sociaux, de sauver PSA Aulnay, de fonder une présidence irréprochable. Mais tout ça, c'était avant mai 2012. Aujourd'hui, force est de constater que le traité européen, tant critiqué, est signé, sans en changer une virgule d'ailleurs. Les impôts pour les ménages ont augmenté de 10 milliards, et ce n'est pas fini. L'augmentation de la TVA est décidée, et les usines continuent de fermer. Les retraites ont été désindexées de l'inflation, et on se dirige vers un âge légal de la retraite au-delà de 62 ans, en augmentant d'ailleurs aussi les niveaux de cotisation. Quant à la présidence irréprochable d'Olivier Schrammeck au CSA, à Ségolène Royal et Jean-Paul Huchon à la BPI, les exemples de nomination des amis de 30 ans proches du président sont nombreux. Jacques Lang à l'Institut du monde arabe, Anne Lauvergeon à EDS, Jean-Pierre Jouyet à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Avant mai 2012, on promettait de mettre les Français à l'abri de la crise. Après 2012, on met ses amis à l'abri tout court. Avant, le président du Conseil général promettait des lendemains meilleurs pour la Seine-Saint-Denis, et pour l'ensemble du pays d'ailleurs. Et il déclarait ici même un certain nombre d'orientations seront entre les mains de nos compatriotes qui auront à se prononcer pour les élections présidentielles et législatives. Mais ça, c'était avant que nos compatriotes choisissent de changer de président et de gouvernement, un gouvernement qui a augmenté les impôts, qui laisse filer le prix du gaz et de l'électricité, qui oublie que le prix de l'essence est au même niveau qu'il y a un an, coupe massivement les dotations aux collectivités, approuve les plans sociaux et ne fait rien pour sauver Aulnay. Et j'ai presque oublié, avant 2012 aussi, on promettait aussi de baisser le chômage. Mais le changement ne s'opère pas qu'au niveau de l'État. Dans notre département aussi, la promesse a été tenue. Avant, le budget sous-entendait un projet illustrant des valeurs. Cette salle résonne encore des propos énoncés d'ailleurs avec gravité par l'ancien président du Conseil général. La première valeur, c'est la responsabilité.
au sens premier du terme. Elle repose sur une idée très simple. Vieille comme le monde, qui casse paye. Les habitants n'ont rien cassé, ils n'ont donc pas à payer pour d'autres. Je cite, et je continue. La deuxième valeur, c'est le respect de la parole donnée, la parole donnée, notamment à nos enfants. Je cite encore. La troisième valeur, c'est le mouvement. Elle repose sur une idée simple. Quand un système ne marche pas, on en change. Mais ça, c'était avant. C'était il y a une éternité. C'était en février 2012. Les habitants n'ont toujours rien cassé. Et pourtant, aujourd'hui, vous proposez d'augmenter la taxe foncière, non plus de 7,5, mais de 5,9, en tout cas, d'augmenter la taxe foncière. Et pourtant, en 2012, toujours, le président prônait je les cite encore, zéro fiscalité en plus pour les contribuables de Seine-Saint-Denis, parce que c'est juste socialement. Ce serait devenu juste un an après? Pour la parole donnée à nos enfants, ça aussi c'était avant. Faut-il rappeler, encore une fois, l'augmentation des prix des repas dans les cantines des collèges? Est-il besoin de mettre l'accent sur l'abandon de l'aide au fonctionnement des crèches privées avant l'amendement que vous venez de déposer? D'ailleurs, je me félicite que l'action de l'UDI ait porté, puisque j'étais un des premiers à alerter la Fédération française des entreprises de crèches, qui ont été reçues lundi dernier par M. Bali Bakayoko. Et je vois que l'UDI, à force de persévérance, a obtenu une avancée sur ce dossier. Mais là aussi, les crèches à but lucratif que vous montrez du doigt, que vous avez montré du doigt, c'est 24 crèches en Seine-Saint-Denis, dont 7 qui sont en zone urbaine sensible. C'est 900 places d'accueil et 270 salariés en CDI. Et puis, quant au mouvement prôné à l'époque, il s'appliquait au financement des collectivités locales. Mais le mouvement du côté de l'État n'est pas plus de justice ou d'autonomie pour les collectivités, avec la diminution promise de 3 milliards d'euros en 2 ans de leur dotation, peut-être même 4,5 milliards d'euros, puisqu'il est question de poursuivre la saignée jusqu'en 2016. Avant, le président du groupe socialiste disait, ou plutôt refusait de choisir entre payer pour le gouvernement ou faire payer les habitants de la Seine-Saint-Denis. Et lors du débat sur le budget primitif de 2012, il disait de deux choses l'une. Soit nous sommes l'otage des choix délétères du gouvernement en matière de finances de collectivités locales, et dans ce cas, les dépenses contraintes auxquelles s'ajoute l'impératif de respect de la parole donnée absorbent la quasi-totalité de nos dépenses. L'autre possibilité est de prendre en otage la population en pressant plus encore son pouvoir d'achat à travers l'évaluation du peu de levier fiscal qui nous reste. Non seulement cela ne dégage pas des marges de manœuvre suffisantes, vous disiez, mais en plus, dans le contexte de crise de pouvoir d'achat de nos concitoyens, nous ne pouvons pas utiliser ce levier. Mais ça, c'était avant 2012, avant de devenir président, avant d'accepter de payer pour les choix de l'État et de faire payer les habitants. Vous l'avez annoncé partout, mécaniquement, avec la crise, nos dépenses sociales, donc obligatoires, vont augmenter de 30 millions d'euros. Et vous faites quoi? Vous prenez 30 millions, non plus 30 millions maintenant, avec l'amendement qui nous est proposé, mais plutôt 23, je crois, dans la poche, néanmoins, des habitants de la Seine-Saint-Denis. Vous allez augmenter les impôts de 23 millions d'euros. Avant mai 2012, le département se dotait d'un budget de combat, puis d'un budget de révolte. Vous réclamiez 1,6 milliard d'euros à l'État en demandant une compensation immédiate de 75 millions pour pallier les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle et l'augmentation des dépenses sociales. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, d'après vos propres comptes, l'État nous doit, je parle devant Monsieur le Président de la Commission des Finances, 1,9 milliard d'euros, et vous proposez 1,950 milliard d'euros, merci Monsieur Carman, et vous proposez un budget de soumission en remerciant d'une aumône 3 fois inférieure.
avant le président du Conseil général disait, si par malheur la TVA devait être augmentée, je refuse que le département prélève 1 euro supplémentaire sur les ménages de la Seine-Saint-Denis. Ça, c'était avant. Il faut dire qu'avant, vous étiez un peu de gauche. Depuis, le malheur a été décidé par votre gouvernement. Pour le 1er janvier 2014, le pouvoir d'achat des habitants n'existe plus. On augmente à l'envi les tarifs des services et les impôts, comme si la crise était derrière nous, comme si ce département n'était plus le plus jeune et le plus pauvre de France, comme on disait avant. Ce constat, mes chers collègues, je sais qu'il est partagé au-delà des bancs du groupe UDI. Nous n'avons jamais méconnu la difficulté pour notre collectivité d'arbitrer un budget entre les investissements nécessaires pour l'avenir, le règlement des engagements du passé et les contraintes extérieures, qu'elles soient politiques ou économiques. Mais nous voulons vous inciter à oser, comme vous le disiez, plus de mouvement. Votre système ne marche pas. Alors changeons-le. Nous dépensons aujourd'hui davantage pour la réparation du passé que pour la construction de l'avenir. C'est une erreur, à mon sens, tragique. 2 exemples suffiront à illustrer la fausse route qu'il nous faut abandonner absolument. Lors de la discussion sur les orientations budgétaires, le groupe UDI vous a proposé de revenir sur l'ensemble des mesures pénalisantes pour les familles de Seine-Saint-Denis, les aides aux collégiens d'abord, qu'il s'agisse de transport, d'équipements personnels, de tarifs des cantines et des aides à l'accueil des jeunes enfants ensuite. On ne peut pas passer son temps, mes chers collègues, à se féliciter d'être le département le plus jeune de France et à déclamer notre avenir, que notre avenir, c'est le dynamisme de notre jeunesse, et en même temps à taxer, à réduire et à supprimer les mesures qui favorisent l'accueil et l'éducation de nos enfants. Vous choisissez de la manière la plus incompréhensible, qu'on soit de gauche ou d'ailleurs, de réduire l'effort sur un sujet essentiel qui touche au cœur une majorité de concitoyens, le devenir de nos enfants. Le 5 juin 2008, nous avons adopté à l'unanimité le plan de relance pour l'accueil des jeunes enfants, en remettant en cause le financement égalitaire de toutes les places de crèche. Dans le projet initial, ce qui vient de changer par voie d'amendement, vous donniez un signal clair que l'accueil du jeune enfant n'est plus une priorité. Je ne capte plus. Ah. Oui, vous appuyez. C'est sûr que... C'est les voies d'amendement qui changent un peu le discours. Vous appuyez à l'époque sur la certitude d'avoir, c'est important de rappeler un certain nombre de chiffres, d'avoir atteint vos objectifs sur les nombres de places créées, les 3500 places créées. Les seules crèches à but lucratif ont créé à elles seules 900 places, dont, c'est-à-dire soit 60% du nombre de places créées en structure collective pendant la durée du plan de relance. Sans les crèches privées, vous n'auriez pas atteint vos objectifs. Je suis ravi que l'amendement que vous proposez ait pris en considération ces chiffres qui sont flagrants. Surtout que vous aviez déjà choisi de ne plus construire de crèches en Seine-Saint-Denis et de gérer le moins possible alors que les besoins n'ont jamais été aussi importants. Il y a un mois d'ailleurs à peine, je crois, le ministre délégué à la famille citait la Seine-Saint-Denis comme l'un des départements les moins bien lotis, c'est dans les Échos je pense, de France. C'est votre gouvernement qui le dit, et la dernière étude disponible de l'Observatoire national de la petite enfance dit 2 vérités simples. La Seine-Saint-Denis est l'un des départements où le nombre d'enfants de moins de 6 ans est le plus élevé, et l'un des départements où la capacité d'accueil, toute mode de garde confondue, est malheureusement le plus bas. Deuxième exemple, l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. J'y reviens comme je l'ai fait notamment en 2010 parce que je ne vois pas malheureusement d'évolution. Sur les constats que je dressais à l'époque, qui étaient d'ailleurs vivement contestés, je constatais que près de 40%
des bénéficiaires l'étaient de plus de 3 ans. Vos propres services aujourd'hui nous disent qu'ils sont aujourd'hui plus de 50%. Les moyens consacrés à l'insertion sociale sont en chute libre. Les moyens de l'insertion professionnelle stagnent. La sortie du dispositif n'était plus un objectif de convention avec les projets de ville. Aujourd'hui, tous les objectifs sont malheureusement neutralisés. En 2010, nous étions l'un des derniers départements à ne pas avoir de convention avec Pôle emploi. Nous n'en avons toujours pas aujourd'hui. Depuis 2010, la CAF limite les statistiques qu'elle fournit. Votre web RSA, je crois, ne marche pas. Le recensement des situations personnelles, notamment sur les invalidités, les handicaps, etc., n'est toujours pas fait. Le service social départemental est toujours le grand absent, malheureusement, du dispositif d'insertion. Humainement, c'est une chance que vous refusez aux bénéficiaires du RSA. Financièrement, c'est simplement une balle dans le pied que vous vous tirez dans votre budget. En 2010, je proposais toujours un plan d'urgence reposant sur le recrutement de 40 conseillers d'insertion auprès des projets de ville pour examiner la situation des bénéficiaires de plus de 3 ans, des gens que nous ne voyons plus du tout. Sur la base d'ailleurs de vos propres statistiques de sortie du dispositif, une telle mesure avait une dépense de 1,2 million d'euros par an, mais permettait à terme la sortie d'environ 2500 bénéficiaires qui faisaient une économie au département aux alentours de 15 millions en versement d'allocations. Pour cela, il faut redonner les moyens aux acteurs locaux qui, eux, rencontrent les bénéficiaires et les connaissent. Redonner des moyens à l'insertion, aujourd'hui partie infime du coût du RSA pour le département, c'est 2,2 des dépenses globales du RSA. Et enfin, décider d'un plan d'urgence pour doter les projets de ville des personnels suffisants pour examiner la situation des bénéficiaires de plus de 3 ans. Vous l'avez compris, chers collègues, l'UDI préfère la constance des mesures concrètes améliorant le quotidien des gens que de promesses de grands soirs sans aucun lendemain. C'est pourquoi nous allons vous proposer plusieurs amendements rétablissant tout ou partie des mesures qui nous semblent indispensables pour soutenir la population, en particulier les familles, du fait de cette période difficile que vous venez de découvrir, du fait de la rigueur économique, comme du fait de la rigueur surtout politique. Et bien sûr, si ces amendements n'étaient pas adoptés, le groupe UDI, avec constance, avant comme maintenant, votera contre le budget que vous nous présentez. Si tout le monde... écoutez, je propose qu'on passe aux explications de vote. Stéphane Salini. Stéphane Salini seul. Je vais demander les droits d'auteur. Juste quelques réponses rapides sur... Non, je propose. Je propose qu'on ne fasse que les explications de vote et qu'on ne relance pas le débat. Parce que j'avais pris des inscrits précédemment, personne n'avait demandé la parole hormis Pierre Laporte. C'est ce que j'ai dit à votre administration, et donc, Monsieur le Président. Je propose qu'on ne fasse que des explications de vote. Alors, je le dénonce, parce que c'est ce que j'ai dit à votre administration, mais vous ne voulez pas me laisser la parole. Je vais la prendre néanmoins. Je vous ai proposé un certain nombre d'amendements. Je ne suis pas en colère, monsieur Constant. Je ne suis pas agressif, je suis en colère. Parce qu'avec toutes les hausses d'impôts et les hausses des tarifs que vous nous faites voter, les pauvres, vous ne les défendez plus, vous les fabriquez en Seine-Saint-Denis. C'est pour avoir la formule chère à Madame Valls. Comme je vous l'ai dit dans mes propos, si un certain nombre d'amendements que nous proposons, que l'UDI propose, votés, bien évidemment, je voterai le budget. Surtout que ces amendements, alors je ne sais pas si nous allons les prendre un par un, reprennent très clairement un certain nombre de demandes qui émanent notamment du groupe Front de Gauche. Donc j'imagine que ces amendements, en tout cas, pourront être votés. Et si, dans le cas contraire, bien évidemment, ils ne le sont pas, nous resterons, comme nous l'avons fait en 2001, lorsque nous n'avons pas voté le projet dit de budget dit de révolte, parce que dans le budget de révolte, il y avait une hausse d'impôts.
2010, pardon, parce que dans le budget de révolte, il y avait une hausse d'impôts, alors que dans celui que je propose aujourd'hui, il y a d'une part pas de hausse d'impôts, mais même une diminution des impôts. Donc vous voyez, la constance elle reste la même. Jean-Michel Bluteau.